Eh ben, c'est super. Donc, je pense que ça va être la dernière session pour connaître l'esprit, parce qu'on a terminé le livre presque. Il reste quoi, quelques lignes. Et D'accord. on a fait un super boulot, hein. Enfin, vous avez fait un super boulot. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui suivent en replay, parce qu'il y a eu beaucoup d'inscrits, beaucoup de gens qui ont eu le PDF et la charte des éditions Mariana. Et puis des gens, beaucoup de gens qui suivaient au début, mais ça c'est toujours comme ça, hein, c'est comme dans les universités. La première semaine, il y a des gens dans les couloirs et à partir du premier mois, il reste plein de places au fond. Mhm. Donc c'est toujours comme ça, c'est normal. Mais en tout cas, bravo de vous être accroché et parce que c'est pas si facile que ça. Là, on en est à la page presque à la fin, comme on disait. Et c'est l'esprit et les fonctions cognitives. Donc, comme on l'a dit, c'est surtout quand on étudie l'ORI qu'on étudie un texte avec les divisions septuple, bipartite, tripartite, etc. Pardon. Et quand on étudie les facteurs mentaux, surtout par exemple à la FPMT, c'est un autre texte qu'on étudie en général. Et il y a des textes qui sont un peu plus détaillés sur les facteurs mentaux. Et donc là, comme vous le savez, quand on dit conscience principale et facteur mental, tout ça, c'est de la cognition. Normalement, vous avez parfaitement Mhm. intégré tout ça, ouais. On est quelle page du coup? Parce que comme j'étais Et pas là donc, la dernière fois, j'ai pas pu rattraper. on est donc 202. 202. Ah bah oui. 202, 203, ouais. Ouais, parce que, Ok. il y avait plein de choses qui étaient assez faciles dans les dernières pages qu'on a vues. Donc, il n'y a pas eu tant d'explications nécessaires que ça. Mhm. Puis, donc voilà, donc la définition de l'esprit. Donc un esprit ou une conscience principale, hein. Ceux qui possèdent une similarité avec les fonctions cognitives, donc avec les facteurs mentaux, qui surviennent en l'accompagnant. Ouais, donc on pourrait dire, par exemple, nous, ce qu'on avait étudié au Pays-Bas, c'était avec le texte de Katja Gensen qui disait que la définition d'une conscience principale, c'est une cognition qui observe l'entité générale de son objet, on pourrait dire. Ouais, et quand ce sont les facteurs mentaux, eh ben, ce sont plutôt les aspects spécifiques de l'objet. Ouais, donc on pourrait Mhm. dire ça. Et ça donne pas nécessairement des choses très euh, explicites quand on voit ici ouais, ceux qui possèdent une similarité ou une similitude avec les facteurs mentaux qui l'accompagnent. Ça ne veut pas dire grand-chose, ce que disait Venara Geshe Gensen en Nalanda. Donc c'est pour ça que certains textes vont donner d'autres citations. Par exemple, le texte de Katja Gensen cite Gyaltsab Je, qui donne plus de détails, qui dit que pour les facteurs mentaux, alors ça remonte à loin, hein, mais il dit que les facteurs mentaux, en effet, observent plutôt les objets en fonction de l'isolat de leur fonction, hein, indépendance de l'isolat de leur fonction, etc. Donc ça veut dire que chaque facteur Mhm. mental a vraiment une fonction spécifique. Mais bien sûr, ce que fait le facteur mental, les autres le font. Et la conscience principale aussi. Ouais. Ça veut dire que si par exemple vous avez un facteur mental de sensation, c'est ce qui permet d'expérimenter l'objet, ben, Mhm. les autres facteurs mentaux vont aussi expérimenter l'objet grâce au facteur mental de sensation. Et la conscience principale va en faire de même. Ouais. Donc c'est assez simple en réalité. Et puis, donc les cinq similarités, c'est ça qui peut poser question. Mais bon, on va voir ça. Très bien. Donc les trois, esprit, mental et conscience, sont synonymes, sont équivalents. Ouais, ça, normalement, c'est intégré. Mhm. Oui. Ok. Bravo, magnifique. La définition d'un facteur mental, ce qui possède une similarité avec l'esprit qui le possède en tant qu'accompagnateur. Donc ça veut dire que le facteur mental accompagne l'esprit. C'est là où on voit que ça donne pas beaucoup d'informations. Ouais, parce que la conscience principale, bah, c'est ce qui a une similarité avec le facteur mental qui l'accompagne. Et là, c'est le facteur mental qui possède une similarité avec conscience principale en l'accompagnant. Ok, bon, bah, voilà, merci, ciao, au revoir. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais
ça permet d'expliquer quand même que ce que fait l'un, l'autre le fait, on pourrait dire. Très bien. Donc la similarité de l'esprit ou des consciences et des facteurs mentaux qui l'accompagnent réfère aux 5 aspects de la similarité. Similarité ou similitude, hein, c'est pareil, hein. Des fois on emploie l'un, des fois on emploie l'autre. Et donc ainsi le texte dit, il existe bien une modalité similaire, puisque en prenant l'exemple des deux, une conscience visuelle et la sensation qui l'accompagne, donc les deux, elles sont. Ouais, elles sont, ici, il faut corriger aussi. Parce que les deux Mm. sont au féminin. Ok. Ah, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok. Alors, le même type, le même objet d'observation. Ouais. Donc, ils sont. Alors, c'est quoi? Peut-être qu'ils renvoient à quoi? Euh, non, c'est bah, les similarités. Donc, elles, au pluriel. Au féminin pluriel. Ok. Donc, le même objet d'observation. Elles sont ainsi similaires quant à leur objet d'engagement. Ouais, ça veut dire que la conscience visuelle et le facteur mental de sensation ont pour objet d'engagement la couleur de la tasse, par exemple. Ouais, donc Mm. l'un n'aura pas un objet et l'autre un autre objet. Elles ont le même objet. Très bien. Ensuite, le même mode d'appréhension et sont ainsi similaires quant à leur aspect. Ouais, donc l'aspect, c'est ce qui est pris par la conscience, ouais. C'est quand l'objet projette un aspect à la conscience, quand il s'agit d'une perception, par exemple. Et donc, c'est le même aspect pour le facteur mental et pour la conscience qui l'appréhende. Alors, c'est intéressant parce que dans les textes, ils disent que hum, l'aspect, il est aussi envisagé dans l'Abhidharma Kosha d'Acharya Vasubandhu. Ouais, l'Abhidharma Kosha est censé être Vaibhashika. Mais dans les textes philosophiques comme celui de Kuncho Jime Wangpo qu'on étudie avec Venerable Dandu à Delhi, euh, il est dit que les Vaibhashika n'acceptent pas l'aspect. Et d'ailleurs, la plupart des écoles, des textes sur les écoles philosophiques, ils le disent. Les Vaibhashika n'acceptent pas l'aspect. C'est ce qui explique pourquoi ils n'acceptent pas l'autocognition. Puisque l'autocognition, c'est une partie de l'aspect, c'est l'aspect appréhendant. Donc, si on dit que là, ils ont une similarité d'aspect en se basant sur la Bidalma Kosha qui est Vaibhashika, pourquoi est-ce que les Vaibhashika n'acceptent pas l'aspect? C'est une Ouais. bonne question, ça. Ok. Et donc, il semble vouloir dire que l'aspect renvoie à l'entité. Ouais, c'est ce qu'on trouve dans Freedom Through Correct Knowing. Ça, on l'a déjà évoqué, ce livre-là. Qui est très très bien fait, hein, il explique bien les choses. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que... Alors ça c'est le glossaire, donc c'est pas ça. Voyons voir. Oui, voilà. Très bien, donc c'est page 145. Et ils disent que, donc, selon le compendium de connaissances, donc l'Abhidhamma Kosha, il y a le même support. Ouais, donc le même support, ça veut dire la même faculté. Ok. Ensuite, l'objet d'observation. Ouais, c'est ce qu'on vient de voir ici. Ensuite, l'aspect subjectif. Très bien. Et donc, ils expliquent quand une conscience principale a l'aspect d'appréhension qui est la couleur bleue, eh ben, les facteurs mentaux dans son entourage ont aussi comme aspect du mode d'appréhension la couleur bleue. Très bien. Donc, ça, c'est l'aspect. Ensuite, ils disent le même temps et la même substance. Et à la page d'après, ils disent, OK, il y a une différence au regard de l'aspect subjectif, l'entité, etc. L'aspect subjectif, la troisième similarité mentionnée dans l'Abhidharma Kosha, est la même chose que la même entité mentionnée dans l'Abhidharma Samuccaya, ouais, l'Abhidharma supérieur, celui d'Arya Sangha. Ouais, donc l'aspect mentionné par Acharya Vasubandhu dans l'Abhidharma Kosha semble vouloir parler de la même entité qui est évoquée dans l'Abhidharma Samuccaya d'Arya Sangha. C'est ça que ça peut vouloir dire. Parce que si on dit que c'est l'aspect dans le genre, l'aspect tel que les Sutrantika l'évoquent, dans ce cas-là, ça poserait question. Ouais. Ok, très bien. Donc peut-être que ça vous embrouille plus qu'autre chose. Mais c'est désolé, c'est juste pour parfois comparer un peu les textes, etc.
Ok, donc on a Mhm. dit. On a dit quoi? On a dit le même objet d'observation, le même mode d'appréhension. Donc, le même mode d'appréhension, très bien, ça veut dire la façon dont l'esprit s'engage vers son objet. Ensuite, le même moment d'occurrence. Ouais, ils sont similaires quant au temps. Ça veut dire que on ne peut pas avoir l'aspect du bleu qui durerait plus ou moins longtemps que pour le facteur mental, que pour la conscience principale. C'est pareil. Ouais, ce que fait la conscience principale, le facteur mental qui l'accompagne, le fait en temps réel aussi, ouais. Ouais, ça vous parle? Très bien. Oui, donc c'est toujours en parallèle, oui. Oui, exactement. C'est toujours en parallèle. Il dit qu'ensuite, cela indique que leurs temps de production, d'existence et de cessation sont les mêmes. Ça, vous l'avez déjà vu. Ouais, ils sont une même substance en termes, une même substance simultanée. Une Mhm. même substance simultanée, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que non seulement ils sont une même substance, donc une même entité, ils sont tous les deux impermanents, et simultanée, ça veut dire en termes de production et de durée. Ils naissent en même temps, demeurent en même temps et cessent en même temps. Ouais, Mhm. Mhm. impeccable. Mhm. Ça, vous l'avez parfaitement compris aussi. C'est cool. Cela implique que deux entités substantielles de... Alors, attendez, non, j'ai sauté une ligne. Ok, la même condition souveraine, donc la même condition dominante, le même support, c'est ce que dit Acharya Vasubandhu, ouais, le même support, ici ça veut dire la même faculté, donc la même condition dominante, non commune. Ouais, elles sont donc similaires quant au support, c'est ce qu'on vient de voir. Et la cinquième, seule une unique entité substantielle de sensation survient comme accompagnatrice d'une unique entité substantielle de conscience visuelle, ce qui les rend similaires quant à l'entité substantielle. Ici, la même substance, c'est ça que ça veut dire, entité substantielle. Au fil des années, j'ai préféré changer et mettre une même substance. Entité substantielle, c'est un peu c'est un peu trop compliqué. Ça veut dire quoi? La même substance chez Acharya Vasubandhu. euh, Ça veut dire que par exemple, est-ce que si vous regardez, je sais pas moi, vous regardez la couleur de cette tasse, on pourrait avoir une sensation neutre. Ou si, Mhm. si vous aimez bien le noir, vous allez dire, ah tiens, ça c'est un peu moderne, vous allez avoir une sensation plaisante. Si vous n'aimez pas le noir, vous allez avoir une sensation déplaisante. Est-ce que vous pourriez avoir une sensation neutre et une sensation plaisante, visuelle en même temps? Je Dans crois le pas, moment, non? hein. Dans le même moment, c'est impossible. Donc c'est ça que ça veut dire. On peut pas avoir deux sensations. Quand ils disent une même substance, ça veut dire on ne peut avoir qu'une seule substance de Mhm. sensation avec une seule substance de conscience visuelle. Ça veut dire on peut pas Mhm. avoir deux consciences visuelles en même temps. Ça, c'est pas possible. Et on ne peut pas avoir deux sensations différentes en même temps. Ouais. Mhm. Ça, c'est important. On peut pas avoir de l'attachement et de la colère en même temps. On peut pas avoir une identification qui identifie le noir par rapport à l'orange et une identification en même temps qui distinguerait bah, ma main de la tasse, par exemple. Ouais, ça le fait pas. Mhm. Très bien. Ah ben, par contre, ça peut être très rapproché, quoi. Ça veut dire que je peux avoir une aversion et me rendre compte que c'est complètement idiot et puis finalement attaché. Ça peut être très rapide, c'est ça? Très Ça peut rapide. être un. Ouais, 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 mais ok. Ok, oui, mais on a des fois l'impression que c'est la même chose. J'aime bien, mais en même temps, j'ai des doutes. Donc, du coup, en fait, ça fait que tu oscilles, quoi. En fait, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Il y a des gens qui disent ça, qui disent que dans certains cas, l'amour-passion est très fort avec la haine ou est Oui, similaire c'est avec la ça. haine. Non, c'est pas vrai. En fait, la Ça sauve. personne, elle va avoir un moment de haine parce que, je sais pas, elle a eu de la jalousie, etc. Et juste après, à nouveau, de la passion. Et là, juste après, de la haine, etc. Mais jamais de Mhm. la haine et de l'amour, même mondain, hein, je veux dire. Euh, Oui, En même temps, c'est impossible. ok. Soit il y a de l'attraction, soit de la répulsion, mais pas les deux en même temps. Mhm. Exactement. Mais oui, ça peut donner tellement l'impression que c'est pareil parce que c'est rapide. Ouais, exactement. Très bien. Donc ça, c'est Oui, les... mais c'est intéressant parce que du coup, on peut intervenir. Je déteste ce truc-là. Et à ce moment-là, il faut intervenir. Mm, oui, si on fait pas Quand tu, attention voilà, à notre c'est de esprit. réfléchir où j'en suis, Ouais. c'est là qu'il faut que j'intervienne. Ouais, ok. Très important de faire attention à son esprit, à quoi est-ce qu'on est en train de penser, etc. Mhm. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer notre mode de pensée, etc. Mhm. Parce qu'on peut le faire, on a ça dans nos mains. Mhm. Très bien. Ok.
Et donc, ça, c'est ça que ça veut dire une même substance. Parce que chez les Vaibhashika, normalement, tous les phénomènes sont des substances différentes. Ouais, chez les Vaibhashika, et ils ont du mal à envisager le fait que deux phénomènes soient une même substance. Tout ce qui existe est nécessairement une substance différente de tout le reste. Donc, c'est pour ça que quand on dit une même substance, ici, il faut vraiment l'interpréter selon le texte de Acharya Subandhu, il faut l'interpréter comme dire bah, une seule sensation ne peut accompagner qu'une seule conscience principale à chaque fois. Mhm, mhm, C'est ça mhm, que ça veut mhm. dire. Très bien. Donc, c'est ainsi que la conscience visuelle et la sens. Alors, attendez, j'ai encore loupé le livre. Oui, voilà. Très bien. Cela implique que deux entités substantielles, donc de substance, de sensation ou de tout autre facteur mental, ne peuvent être générés comme accompagnateurs d'un esprit principal. Voilà, c'est tout. Ouais. Ça veut dire un seul moment de facteur mental à chaque fois accompagne une seule conscience principale à chaque fois. Alors, bien sûr, en même temps, on peut avoir une sensation visuelle et une sensation auditive. Mhm. En même temps, ça c'est tout à fait normal puisque les consciences principales fonctionnent en même temps et les facteurs mentaux qui les accompagnent aussi. Donc on peut avoir six facteurs mentaux de sensation en même temps, mais jamais dans exactement la même conscience. C'est toujours Mhm. dans des consciences différentes. Parfait. C'est ainsi que la conscience visuelle et la sensation qui l'accompagne sont similaires selon cinq modes. Voilà. Ces définitions sont proposées surtout dans un but d'intelligibilité. S'il fallait les élaborer avec comme objectif principal l'élimination des erreurs de syntaxe, il faudrait à chaque occurrence du cas possessif dans la définition euh, ok. Ajouter l'expression quelque chose qui est dans le définindum. Ouais, ça c'est pour les Tibétains, c'est un peu comme ça. Ça veut dire que quand ils disent, imaginons par exemple que vous ayez par cœur la définition d'une négation, par exemple. Oui. Ouais, par exemple, Et éliminé par, voilà. ouais, dans certaines Ouais. définitions, ils vont Je- dire de son objet de négation. Pas dans toutes les ouais. définitions, mais dans certaines définitions, ils diront ça. Par exemple, la Madhya-sumpa, elle dit ça, elle dit Du ce son, les qui gars. est réalisé au moyen de l'élimination explicite de son objet de négation, rangi, katya, en tibétain, Mhm. par la cognition qu'il appréhende. Et donc, s'ils disent de son objet, rangi, en tibétain, ils doivent dire, pour le définindum, ils doivent faire correspondre. Ils disent rangi yimba. Ouais, c'est pourquoi la Madhya dit c'est la définition de quelque chose qui est une définition, une négation. Donc ça, c'est juste très technique. Ça veut dire que comme il y a un cas possessif dans la définition, il faut qu'il y ait un cas possessif dans les définiendums. C'est juste ça, c'est juste ce petit détail. Ah, ok. Mettez-le de côté, il n'est pas très important. Ok. Souvent, même dans les traductions, on le met de côté, on vire quelque chose qui est, etc. Mhm. Bien. Très bien, très bien. Je ne vais pas vous embêter avec ça, c'est juste du tibétain. Cela signifie que, au lieu de dire la définition de l'esprit est ce qui possède une similarité avec les facteurs mentaux qui surviennent comme ses accompagnateurs, euh, d'ailleurs, ils ont mis ses accompagnateurs alors ils auraient dû mettre accompagnatrice, vu que c'est Animatrice, fonction ouais. cognitive. Mais laissez accompagnateur parce que c'est pas fonction cognitive qu'on met, c'est facteurs mentaux. Ah, ok. De toute façon, là, c'est le bon genre. Il faut juste changer le terme avec les facteurs mentaux. Je vais mettre FM. Voilà. Très Non, bien. non, toi. Je pense qu'ils ont dû se poser la question, on met fonction cognitive ou est-ce qu'on met facteurs mentaux? Et ils ont dû finalement changer, garder le truc et laisser le genre de l'adjectif. Ok, donc la définition de l'esprit est ce qui possède une similarité avec les facteurs mentaux qui surviennent comme ses accompagnateurs. Il faudrait dire la définition de quelque chose qui est un esprit ou une conscience. Ouais, ce qui possède une similarité avec les facteurs mentaux qui surviennent comme ses accompagnateurs. Exactement. Ses accompagnateurs, Rangi en tibétain. Donc c'est pourquoi Étienne à mettre dans le définindum le possessif aussi. Donc ça c'est pas très grave. Très bien. Donc maintenant les facteurs mentaux.
Bah, on en a vu pas mal au début du texte, hein, parce qu'il donne toute la liste. Enfin, toute la liste, elle n'est pas exhaustive. 51, c'est rien par rapport au nombre de facteurs mentaux qu'on a. Non, Mm. Mm. c'est que dalle, 51. Ok. Mais ce sont les principaux, ce sont ceux qui peuvent être envisagés, considérés pour un développement spirituel en particulier. Donc, bien sûr, il y en a qui sont indispensables, les facteurs mentaux omniprésents, les déterminatifs, tout ça, normalement, on doit pouvoir les mettre dans chaque liste parce qu'ils sont tout le temps, enfin, en tout cas, les Les pré- omniprésents sont toujours là. Ouais. Et il semble que les déterminatifs soient toujours là pour les cognitions vertueuses. Mais bon, après, il y a des débats aussi là-dessus. Et c'est pas les mêmes listes selon l'Abhidharma Kosha et l'Abhidharma Samuccaya. Ouais, dans les Ouais, textes, ok. ils parlent des Abhidharma inférieurs et supérieurs. Ouais, mais c'est pas nécessairement les mêmes listes, mais c'est pas grave. Ah, ok, très bien. Et donc, lorsque... Pardon, Oui, pardon. dis-moi, entre la Bidharma Kosha Oui. et puis l'autre, c'est quoi? L'Abhidharma Samuccaya. Et quelle est la différence entre les deux? Dharma, Samu, Euh, non, oui, l'Abhidharma Samuccaya. Samuccaya. et quelle est la différence entre les deux? Alors, c'est des écoles différentes? Oui, parce que l'Abhidharma Kosha, c'est celui d'Acharya Subandhu. Le texte racine lui-même est censé être Vaibhashika. Le texte racine, les strophes elles-mêmes. Et quand il a fait son autocommentaire, l'Abhidharma Kosha Bhashya, il l'a fait du point de vue Sautrantika. Donc parfois, il a contredit le texte racine dans son autocommentaire. Donc ça, c'est l'Abhidharma. L'Abhidharma d'Acharya Vasubandhu, on dit c'est l'Abhidharma inférieur parce que il est plutôt de vue Vaibhashika. Et l'Abhidharma de son demi-frère, Arya Sangha, c'est l'Abhidharma Samuccaya, le compendium de l'Abhidharma. C'est plus le trésor, c'est le compendium Samuccaya. Lui est de point de vue Chittamatra. Ouais, donc c'est pourquoi elle est considérée comme supérieure, parce que la vue est censée être un peu plus aboutie. Et donc, c'est là où on peut retrouver justement les différentes vues philosophiques grâce à ces textes en particulier. C'est D'accord. intéressant. Très bien. Et donc, bien sûr, après, peut-être que l'Abhidharma Samuccaya pourrait aussi, dans certains cas, être remis en question par les Madhyamika, forcément. Parce qu'ils n'auront pas nécessairement des vues toujours qui collent avec le Chittamatra, forcément. Très bien, donc ce sont ces deux abhidharmas quand on étudie de manière assez, pas nécessairement même très approfondie, hein, quand on a des présentations générales sur le dharma, sur le bouddhisme, on entend souvent ces deux, parce que ce sont les dictionnaires bouddhistes en fait, hein, l'Abhidharma Kosha, l'Abhidharma Samuccaya, sont un petit peu des dictionnaires. Celui de Arya Sangha, il est bien parce que il commence toujours par une question. Qu'est-ce qu'un facteur mental? Eh ben, un facteur mental, c'est ça, pif, paf, pouf, etc. Donc, c'est plus facile à lire d'une certaine manière que l'Abhidharma Kosha. Et l'Abhidharma Kosha, il y a eu un commentaire très, très exhaustif de Chim Jampeyan, un maître tibétain, qui a été traduit en anglais. Donc, ça, c'est une magnifique encyclopédie. C'est juste magnifique. Ça se lit pas d'une traite de A à Z, c'est plutôt ça se lit Mm. comme un dictionnaire. Sinon, c'est très très aride, très. Alors, il y en a qui le font, hein, ceux qui étudient les cursus de Geshe, etc. Ils étudient tout ça de A à Z et tout. Ils passent 2 ans ou plus même à étudier ça, à débattre de ça, etc. Mais à la FPMT, pour la Vidalma Kocha, je crois il y a 4 chapitres qui sont étudiés seulement. Donc ça explique beaucoup de choses. Ça explique la formation d'un univers, ça explique bah, justement les facteurs mentaux, qu'est-ce qu'une affliction, qu'est-ce que les agrégats, etc., etc. Ouais, donc je sais plus, je crois qu'il y a 7 chapitres, mais je suis plus très sûr. Et enfin, il y a des commentaires très exhaustifs qui ont été faits et avec plusieurs volumes en anglais aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Je crois que c'est l'auto-commentaire qui a été traduit en anglais. Très bien. Ok. Impeccable. Eh ben, c'est super. Et donc, très bien. Donc, les facteurs mentaux. euh, ok. Donc, les facteurs mentaux sont divisés. Il y a les 6 groupes. Les 6 groupes, vous les connaissez déjà. Pif, paf, Ouais. pouf. Bim, bam, Les boum. présents, les déterminants, les vertueux, les 6 de base non vertueux, les 20 non vertueux et les changeants.
Voilà, exactement, très bien. Alors, les facteurs affligés ou les afflictions, euh, je sais qu'une fois, une moniale, dont je ne révélerai pas le nom, que j'ai traduit une fois, avait dit, avait dit à la FPMT que les afflictions sont nécessairement non vertueuses, mais c'est pas vrai. Ouais, donc peut-être que les gens ont gardé ça à l'esprit. C'est pas vrai. Donc il vaut mieux dire les afflictions racines et les afflictions secondaires plutôt que les facteurs non vertueux. Parce que justement, une affliction n'est pas nécessairement non vertueuse. C'est un peu choquant. Mais malgré ce que cette moniale avait dit, en effet, si les facteurs, les afflictions étaient nécessairement non vertueuses, puisque nous avons des afflictions dans notre continuum depuis des temps sans commencement, les mondes Hmm, supérieurs ne pourraient pas exister. d'accord. Ouais, parce que Ah, pardon, affliction, c'est synonyme de cléchat? oui, c'est une traduction de Cléchat. Ouais, à la FPMT, on traduit souvent, enfin, on traduisait, après, il y a eu une standardisation qui a été faite il y a quelques années, mais on peut employer plusieurs, on a été autorisé à employer plusieurs vocabulaires, affliction a été acceptée, et avant, on parlait de facteurs perturbateurs, il y en a plein qui ont tellement l'habitude, surtout quand ils Hmm, étudient en français. Quand ils étudient en français, les vieilles traductions de la FPMT n'employaient que facteurs perturbateurs, donc il y a plein de gens qui ont tellement l'habitude de parler de ça que maintenant, quand on leur dit, bah, vous pouvez parler d'affliction, ils ont tellement l'habitude de l'autre vocabulaire qui gardent ça. Puis moi, ça me fait penser surtout à la SNCF, facteur perturbateur, hein, il y a toujours des perturbations. SNCF? Ouais, Quoi? il y a toujours des perturbations avec les Oui. trains, etc. Donc, Donc, dans les afflictions, tu as des afflictions qui peuvent être vertueuses, des afflictions qui peuvent être non vertueuses, c'est les racines et les secondaires, et les afflictions qui peuvent être neutres, c'est les changeantes, enfin, qui peuvent être changeantes. alors, ça tombe bien que tu poses la question parce qu'il faut qu'on clarifie vraiment ça, et c'est très important. Hmm, Aucune affliction ne peut être vertueuse. Oh, d'accord, d'accord. Donc, c'est un Ouais. facteur vertueux ou une affliction. Comment ça? Ben, soit on a, quand on parle de facteurs mentaux, soit Ah oui, ok. ça peut être un facteur vertueux, vertueux, soit ça peut Oui. être une affliction. Oui, ou ça peut être en fait un omniprésent, ça peut être un déterminatif D'accord. ou un variable. Variable, hmm, le variable, il va prendre la connotation vertueuse ou non vertueuse en fonction de ce qui va l'accompagner ou de ce qui va le précéder. Ouais, parce que ce qui est vertueux, par exemple, justement dans le texte de Katja Gensen, il dit il y a une division terminologique en cinq vertus ou cinq façons d'être vertueux. Alors, c'est une division terminologique, parce que c'est une division terminologique parce que il y a pas, il y en a qui sont appelés de la vertu, mais qui n'en sont pas. Ouais, par exemple, l'ultime est considéré comme vertueux, mais l'ultime, la vérité ultime, chez les mahayanistes, c'est une vacuité. Une vacuité ne peut pas être vertueuse. Ce qui est vertueux est nécessairement impermanent. Ouais, ce qui d'accord. est Oui. vertueux ou non vertueux, c'est nécessairement impermanent. Ouais, ça vous parle? Hmm. Sabine, elle essaye de se reconnecter, je crois. Ouais, ouais, c'est ça, j'ai un problème. Donc, mais D'accord. continuez, continuez. Mais t'es avec nous, c'est bien. Voilà, je Oui. suis T'es avec. devenu Je, Z, t'es devenu je de la suis. génération Z, mais c'est marqué utilisation de Z, Ouais, utilisateur Z, donc du coup, c'est à la génération Z, c'est bien. ouais, exactement. Utilisateur de Zoom. Très bien. Donc, euh, donc par rapport à ce que veut dire la vertu, vous m'entendez toutes les deux? Ouais. Oui, oui. Ok. La vertu, ce qui est vertueux ou non vertueux, ou même indéterminé, on pourrait dire, hein. Il y a des choses qui sont ni vertueuses ni non vertueuses, mais qui sont quand même impermanentes. Et ce qui est vertueux est nécessairement impermanent, et ce qui est non vertueux est nécessairement impermanent aussi. Parce qu'il y a des définitions comme ça en général, on dira que la vertu, c'est ce qui est classifié parmi ce qui engendre le bonheur. Ouais, ce qui est, comment dire, catégorisé comme ce qui est cause du bonheur. Et la non-vertu, on va dire, c'est ce qui est catégorisé comme ce qui est cause de la souffrance. Donc on pourrait dire, donc il y a plein de choses à dire par rapport à ça. Mais en tout cas,
aucune affliction ne peut être vertueuse. Ça, c'est très important à garder à l'esprit. Par contre, certaines afflictions sont indéterminées, ni vertueuses ni non vertueuses. Parce que si elles étaient nécessairement non vertueuses, eh ben, il n'y aurait pas de monde supérieur. Puisque quand on accumule une voie karmique complète, ouais, Mhm. quand on accumule un karma propulsif vers une prochaine renaissance, bah, il y a nécessairement une affliction, puisqu'on parle des karmas contaminés. Donc, il y a nécessairement au minimum syndical l'ignorance Mhm. fondamentale. C'est elle qui fait qu'on accumule un karma contaminé. Et donc, si l'ignorance était non vertueuse, fondamentalement non vertueuse, il y aurait impossibilité de accumuler des karmas propulsifs qui mènent vers les renaissances supérieures, puisque la non-vertu ne peut pas faire renaître vers les mondes supérieurs. Ce qui est Mhm. non vertueux ne fait renaître que vers les mondes inférieurs. Ouais, ça vous parle, ce raisonnement? Oui, oui, oui. Ça, c'est très important, ouais. Très important. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui nous a fait accumuler le karma de renaître sous forme humaine, il y a nécessairement eu au minimum l'ignorance fondamentale. Ouais. Mhm. Et donc, on pourrait dire même les karmas vertueux, tels que les karmas immuables, ça vous parle? Les karmas immuables, Mm. ça vous dit quelque chose ou Oui, pas? c'est ce qui nous permet de renaître dans le monde de la forme et du sans forme, non? Exactement, tout à fait. Exactement. Ça, ce sont les karmas immuables. Ils sont nécessairement vertueux, ces karmas-là. Mhm. Ouais, parce que les mondes de la forme et du sans forme, c'est C'est pas grave, c'est trop drôle. c'est pas grave. On aurait dit une tortue ninja. Ok. Et donc, les mondes de la forme et du sans forme sont nécessairement vertueux. Le Mhm. monde du désir, pas nécessairement, parce que dans le monde du désir, il y a les renaissances inférieures, ouais, qui sont nécessairement, comment dire, produites ou formatées par la non-vertu. Mais les mondes de la forme et du sans forme, donc on les appelle les mondes supérieurs, Kamgongma en tibétain, sont nécessairement vertueux. Ouais, ok. Donc est-ce que ça voudrait dire que les afflictions, parce qu'on a des afflictions partout dans le samsara, vous êtes d'accord? Mhm. Partout dans le samsara, il y a Oui. nécessairement des afflictions. S'il n'y a plus d'afflictions, on n'est plus un être samsarique. Ok, et donc si les afflictions qui sont dans le continuum des êtres qui permettent de renaître dans ces mondes supérieurs, voire même qui accompagnent l'esprit des personnes qui renaissent dans ces mondes supérieurs, même si ces mondes supérieurs sont vertueux, les afflictions qui relèvent de ces deux mondes supérieurs, elles ne le sont jamais Mhm. vertueuses. Par contre, elles seront indéterminées Mhm. ni vertueuse, ni non vertueuse. Ouais, indéterminé, c'est avyakrita en sanskrit. Avyakrita, c'est-à-dire que ça n'a pas été prononcé par le Bouddha. Ou lungmaten en tibétain, ça veut dire que ça n'a pas été formulé par le Bouddha. C'est-à-dire qu'il n'a pas spécifié ces afflictions comme étant vertueuses ou non vertueuses. Donc c'est pourquoi des fois on dit neutre. Mais en réalité, c'est plus indéterminé ou non spécifié. C'est ça la Mhm. traduction plus juste, on pourrait dire. Ok, ça veut dire que le Bouddha n'a pas dit, ok, ça c'est vertueux ou c'est non vertueux. Et donc c'est juste ni vertueux ni non vertueux. C'est ça que ça veut dire. Ouais, une affliction n'est Mhm. jamais vertueuse. Par contre, certaines peuvent ne pas être non vertueuses, comme l'ignorance fondamentale, par exemple. L'ignorance fondamentale qui est là tout le temps dans le samsara, voire même dans les mondes supérieurs. Elle peut produire un monde supérieur, enfin une renaissance vers un monde supérieur. Et elle existe dans le continuum des êtres qui renaissent, des êtres samsariques qui renaissent dans ces mondes supérieurs. Donc elle est indéterminée. L'ignorance, la vue du destructible, ça vous parle, la vue du destructible? Mm. Ou de la collection transitoire, vous avez entendu déjà ce terme plutôt? Donc, Le ça fait me de dit saisir rien. les agrégats, Ouais, pardon? le fait de saisir les agrégats, le jeu, le mien et tout Ah ça. oui, Ouais. ok. Mhm. Ouais, Et ça c'est important, ouais, cette notion de la vue du destructible ou la vue de la collection transitoire, Satkaya Dristi ou Jikta en tibétain, c'est la saisie égotique. Ok. C'est-à-dire, c'est la saisie du soi de la personne pour ma personne, dans ma personne, ouais, Mhm. ou dans le continuum de chaque Mhm. personne qui se saisit elle-même. Ouais, ça veut dire c'est une saisie du soi de la personne dans le continuum de la personne qui saisit ce soi.
Mais quelle Mhm. est la différence entre l'ignorance qui saisit un soi et cette vue descriptive, puisque le Trois, résultat est le même? trois possibilités. On pourrait dire, oui, trois possibilités. Si c'est une saisie de la vue du destructible, c'est nécessairement une saisie du soi. De la Mhm. perte. Par exemple, si on parle de ma vue du destructible, ma saisie égotique à moi, eh ben, je me saisis moi-même comme existant de manière soit autosuffisante et substantielle, soit inhérente en fonction des écoles. Et c'est nécessairement une saisie du soi, puisque je me saisis moi-même comme si j'existais en soi et par Mhm. soi, etc. Ouais. Par contre, si c'est une saisie du soi, c'est pas nécessairement la vue du destructible. C'est là que je suis larguée. Ouais, moi c'est pareil. La Je te vue donne un exemple. la vue destructible, c'est plus de l'égocentrisme, non? Oui, non. Non, l'égocentrisme, c'est vraiment moi, etc. C'est pas nécessairement une affliction, ça peut être considéré. Mais c'est l'égocentrisme, son opposé, c'est quoi? C'est l'altruisme. Mhm. Ouais, donc c'est très différent. Alors que la saisie du soi, son opposé, c'est la sagesse du non-soi. C'est Ouais. quand on dit alors le mien, Bien c'est-à-dire qu'il sûr. y a un soi et on s'accapare les choses, ça m'appartient, enfin. En fait, tout simplement, ça veut dire que ma personne, je la saisis comme existant en soi, soit de manière autosuffisante et substantielle pour la plupart des écoles, soit, ou voire même les personnes handicapées, ils acceptent aussi cette saisie du soi. Ou alors, je peux saisir ma propre personne comme existant de manière inhérente. C'est-à-dire que si j'ai une autre affliction, n'importe laquelle, c'est que à la base, j'ai nécessairement cette saisie, nécessairement. Ok. Donc ça, c'est, je saisis le soi qui existe dans mon continuum. Je le saisis de manière inhérente, etc. Mais si je vous saisis, vous, comme étant super cool, mes étudiantes préférées, etc., etc., etc. Ouais, si je vous saisis de manière inhérente, c'est une saisie du soi personnel, parce que vous êtes des personnes. Mais ce n'est pas Mhm. une vue du destructible, puisque ce n'est pas, vous n'êtes pas dans mon continuum. Je ne saisis pas dans ce cas-là un soi qui est dans mon continuum. Et si je saisis l'existence inhérente de ma tasse, c'est une saisie du soi, mais plus une saisie du soi personnelle pour les marianistes. C'est une saisie Ok. du soi des Des phénomènes. phénomènes. Voilà, exactement. Alors, la vue destructible, donc, les, euh, c'est saisir les agrégats des autres. Non, non, la vue du destructible, c'est nécessairement dans mon continuum à Mais moi. Dans chaque continuum, par exemple, ta vue du destructible, tu te considères toi-même comme existant de manière inhérente ou autosubstantielle. Et si tu me saisis moi de manière inhérente, ce n'est plus la vue du destructible. C'est une saisie du soi personnel, mais on ne peut plus l'appeler la vue du destructible puisque je ne suis d'accord. pas toi. Donc, la vue destructible, c'est que personnel, c'est dans mon continuum. Par Oui. contre, l'ignorance qui saisit un soi, ça peut être une ignorance qui saisit le soi personnel, mais ton soi à toi. Je te saisis toi Ouais. comme existant. Exactement, voire ça peut même être une saisie du soi, mais de quelque chose qui n'est pas une personne. Donc, ce sera Ah, la donc saisie. ça peut être le soi des phénomènes et le E- soi d'une personne. Donc, Exactement, dans l'ignorance qui saisit un soi, c'est oui, qui saisit tout, puisqu'on est dans le samsara. exactement. Alors bien sûr, ici, si on parle du point de vue Sautrantika, il n'y a pas de non-soi des phénomènes. Oui, Pour le oui, non, mais Sautrantika. oui, bien sûr. Mais sinon, si on Mais parle du point de vue mahayaniste, il y a ces trois. Il y a la saisie du soi des phénomènes, autres que les hmm, personnes, donc les agrégats. Si on saisit les agrégats, c'est une saisie du soi des phénomènes. Ensuite, hmm, si on saisit une personne comme existant de manière inhérente, etc., une personne dans n'importe laquelle, c'est une saisie du soi personnel. Et au sein de la saisie du soi personnel, si c'est ma personne dans mon continuum que je saisis, dans ce cas-là, cette saisie du soi personnel sera appelée plus spécifiquement la vue du destructible. Donc, tu disais trois possibilités parce que la vue destructible fait partie de l'ignorance qui saisit ce soi, mais l'ignorance qui saisit un soi n'est pas forcément la vue destructible. C'est ça? Exactement, tout à fait. Ça peut hmm. être une saisie du soi des phénomènes ou une saisie du soi personnel, mais d'une autre personne que moi-même. D'accord. Ou d'une autre chose, c'est ça, d'un autre phénomène. Oui, Exactement. oui. D'un Ouais, C'est animal, bien de d'une clarifier maison. ça. alors, Hmm. si c'est d'un animal, ce sera la saisie d'un soi personnel. Oui, 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 Un oui, parce que animal c'est est une une personne. Oui, personne. oui, non, Oui. non, oui, 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 oui. Très bien. Donc après, il y a plein de débats par rapport à ça. Après, il y a énormément de discussions par rapport à ça. Qu'est-ce que la vue du destructible? Normalement, c'est la cause directe du samsara.
Ouais, c'est la cause directe du samsara. C'est ce que dit Acharya Chandrakirti dans le Madhyamaka Avatara. Il dit Nyomo kyo na malu jiso la tale jonwa loyi tongulshi dan ni di yulu tojene ne jopaye dan ni goparje. Ouais, il dit que toutes les fautes et toutes les afflictions proviennent de la vue du destructible. Le yogi, ayant perçu que l'objet d'observation de cela était le jeu, il va s'atteler à trancher le jeu. Donc il va s'atteler à trancher la saisie du soi. C'est Ouais. parce qu'on, pardon, c'est parce qu'on se saisit soi-même qu'on va saisir les autres, qu'on va saisir tous les autres phénomènes, et qu'il va y avoir une dualité comme ça. Alors, on pourrait dire que c'est presque même l'inverse d'une certaine manière. Ça veut dire que par exemple, ça vous le Mhm. savez déjà, vous savez qu'une personne est un composé non associé, Mhm. Oui. en général. Et donc, pour percevoir une personne, qu'est-ce qu'on fait? On doit percevoir ses agrégats, l'un ou Mhm. l'autre de ses agrégats. Ouais, donc, ça veut dire que pour qu'on ait une saisie du soi de nous-mêmes, par exemple, il faut d'abord appréhender l'un ou l'autre de nos agrégats. Et donc, il faut d'abord saisir le soi de l'un ou l'autre de nos agrégats. Donc, on a dans l'ordre d'apparition dans le film, on pourrait dire, on a nécessairement. Alors, c'est pas un ordre, comment dire, originel. Hein. C'est pas qu'on a eu pendant longtemps la vue, la saisie du soi des phénomènes, puis après la saisie du soi de la personne. C'est quand on a un moment de saisie dans la conscience, un moment de saisie du soi personnel, il faut nécessairement qu'au préalable, il y ait une saisie du soi des phénomènes, c'est-à-dire une saisie du soi des agrégats. Parce qu'on ne Mhm. peut pas appréhender une personne sans appréhender les agrégats. Et donc, ça veut dire que pour saisir le soi d'une personne, il faut qu'il y ait à la base la saisie du soi de la base d'imputation de la personne, donc de l'un ou l'autre des agrégats. Donc, il y a la saisie du soi des phénomènes d'abord, ensuite la saisie du soi de la personne, si mais je me saisis moi-même. Ouais, ou si je vous saisis vous, j'aurai nécessairement d'abord la saisie du soi de l'un ou l'autre de vos agrégats. Donc, la saisie du soi des phénomènes, puis la saisie du soi personnel. Ouais. Et par contre, pour retirer tout ça, donc pour aller plutôt vers le côté lumineux de la force, dans ce cas-là, on réalise d'abord directement le non-soi de la personne et ensuite le non-soi des phénomènes. Ça va dans l'ordre inverse. D'accord. Et donc, ça c'est intéressant parce que Sainte le dit comme ça aussi. Il le mentionne dans son texte en tibétain qu'on étudie le mercredi soir avec Venerable Geshe Jiampel, mais aussi dans Samsara Nirvana and Buddha Nature. Il dit que on a la saisie du soi des phénomènes d'abord. Ensuite, on a la saisie. Donc, si on parle du point de vue prasangika, le point de vue plus abouti, donc la saisie du soi inhérent des phénomènes ou des agrégats. Ensuite, la saisie du soi inhérent de la personne, ouais, de ma personne, je me saisis de manière inhérente, Mhm. et ça va engendrer la saisie du soi autosuffisant et substantiel de ma personne. Ouais, donc c'est pour ça que la plupart des afflictions que l'on vit au quotidien sont grossières. Elles sont produites principalement on pourrait dire, sont produites directement par la saisie du soi autosuffisant substantiel. Donc elles sont grossières. C'est pour ça que sa sainteté dit, pour, si on n'élimine pas ça, si on n'élimine pas ces afflictions grossières et donc la saisie du soi autosuffisant substantiel, il sera très difficile d'identifier la saisie du soi inhérent, puisqu'elle est beaucoup plus subtile. Donc c'est pourquoi il faut toujours commencer par s'attaquer à la saisie du soi autosuffisant substantiel. C'est pour ça qu'ils en parlent beaucoup dans les textes. Ouais, ça vous parle? Mhm. Et je me souviens Oui. qu'on avait dit une fois, peut-être à Genève ou à Martigny, que justement dans ce même passage de Samsara Nirvana Buddha Nature, Sainte dit si on a une saisie du soi autosuffisant substantiel, dans la vue du destructible qui est cette saisie grossière, euh, on, on ne peut pas avoir une autre affliction exactement au même moment. Par exemple, la colère ou la jalousie, l'orgueil, etc., etc. Parce que le mode d'appréhension de l'autre affliction ne sera pas le même. Ouais, ça veut dire que si je saisis ma tasse comme étant super et tout, je vais y être attaché. Euh, c'est parce que fondamentalement, je vais d'abord être attaché à moi-même, moi qui possède cette Mhm. tasse, etc. Ouais, et donc je vais saisir le soi autosuffisant substantiel de ma personne et juste après, je peux avoir de l'attachement pour cette tasse. Mais j'aurai pas en même temps la saisie du soi autosuffisant substantiel de ma personne parce que les modes d'appréhension de ces deux afflictions sera différent. Ouais, là, la tasse, c'est un autre phénomène et puis je peux considérer la couleur, etc. Alors que là, autosuffisant substantiel, c'est très très différent, c'est vraiment spécifique.
Mhm. Ça veut dire que je considérerais que ma personne pourrait être appréhendée sans dépendre des agrégats. Or, ça, je ne le fais pas par rapport à la tasse. La tasse, elle est appréhensible euh, toute seule. Il n'y a pas besoin d'appréhender autre chose que la tasse pour appréhender la tasse. Donc, il n'y a aucune raison de saisir un soi substantiel de la tasse à ce titre-là. Mhm. Je sais pas si je vous embrouille ou pas. Non, Non, c'est non, non, c'est- non, c'est super, non, franchement, j'ai vraiment... Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que si c'est la saisie grossière, donc la saisie du soi autosuffisant et substantiel, il y a nécessairement d'abord cette ignorance et ensuite une autre affliction. Mais si c'est la saisie du soi inhérent, les deux peuvent être dans la même entité, Mhm. dans la même substance. Pourquoi? Parce que c'est exactement le même mode d'appréhension. C'est-à-dire, je me considère comme existant de manière inhérente et si je suis attaché subtilement à ma tasse, avec une affliction subtile d'attachement qui est produite par cette saisie subtile, eh ben, je vais saisir la tasse comme existant de manière inhérente, sa couleur comme existant de manière inhérente, l'aspect plaisant comme existant de manière inhérente. Mhm. Donc, le mode d'appréhension est le même. Donc, c'est pourquoi c'est pas dérangeant d'avoir de l'ignorance et de l'attachement exactement dans la même continuité de conscience. Si c'est subtil. Si c'est grossier, c'est Mhm. pas possible. L'une existe avant l'autre, mais si c'est subtil, elles peuvent être la même substance. Ok. Ouais, Mhm. impeccable. Et donc cette ignorance est neutre ou plutôt indéterminée puisqu'elle existe aussi dans les mondes supérieurs. Si elle était non vertueuse, elle ne pourrait jamais faire renaître dans les mondes supérieurs, et donc il n'y aurait pas de monde supérieur. Il Ok. n'existerait pas. Il n'y aurait pas de monde samsarique supérieur. Si toutes les afflictions étaient non vertueuses. Puisque comment une affliction non vertueuse pourrait engendrer une renaissance fortunée? Mhm. Mhm. Ouais, ça joue. Oui, 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 oui. Ok, Oui, oui, non, mais c'est... par rapport. Ça m'a fait penser au lotus qui est dans la boue. Enfin Ouais, bref, je sais pas si ça... J'ai par les cheveux. ouais. Tiré par les cheveux. Enfin bref. Et la vertu, comme on a dit, il y a une division terminologique en cinq. Alors, j'ai plus les cinq totalement en tête, mais il y a ce qui est fondamentalement vertueux, par exemple. Par exemple, la compassion, bah, les facteurs mentaux, les 11 facteurs mentaux Mhm. vertueux. Ils sont par nature vertueux. Ouais. Et il y a des phénomènes qui sont vertueux par concomitance. Ça veut dire que normalement, le facteur mental de sensation n'est pas vertueux. Il n'est ni l'un ni l'autre. mais Ouais. s'il a à la compassion, il sera viration. Voilà, exactement Mhm. comme les facteurs variables. C'est le même principe. Très bien. Donc ça, c'est par concomitance. Il y a aussi par production ultérieure, par production subséquente. Ça veut dire si vous avez une motivation vertueuse, ce qui va venir après va être vertueux aussi. Ouais, donc les facteurs mentaux de sensation, d'identification, etc. Même si c'est pas exactement au même moment où il y a la motivation, ouais, ces facteurs mentaux ultérieurs, bon, il y en a déjà pendant la motivation, il y a de la sensation, de l'identification. Mais ceux qui viendront après, par la suite, seront vertueux parce qu'ils seront influencés par cette motivation, vertueuse. Et donc, ça peut être par production subséquente. Et comme on disait, il y a une vertu, terminologiquement, divisée, c'est l'ultime. Ouais, l'ultime est permanent, enfin la vérité ultime pour les marianistes est nécessairement permanente, donc elle peut pas être vertueuse. On a dit vertueux, non vertu, vertu et non vertu sont nécessairement impermanentes, puisqu'elles sont censées être des causes, causes de bonheur, causes de souffrance. Ouais, Mhm. ok, très bien. Est-ce qu'on peut dire que c'est le chemin quelque part aussi? Alors une voie, est-ce qu'une voie est Bah, non, nécessaire? le chemin, enfin, c'est pas la voie. Enfin, Le c'est, c'est- chemin, c'est- c'est- bah, est-ce que, oui, ou peut-être là, enfin, je sais pas, est-ce que on a besoin de ça pour avancer, quoi? Est-ce que ça fait partie? Oui, c'est ça, quoi. qu'est-ce qu'on entend par le chemin? Je sais pas comment. C'est quoi le chemin? La voie Oui, c'est cause à spirituelle? effet, quoi. J'ai besoin de ça pour avancer, quoi. Tu veux dire le chemin qui va vers vers le Oui, garage ou le chemin spirituel, la voie spirituelle? oui, plutôt, oui, la voie spirituelle, quoi. Ok, Mais je voulais pas. Enfin, toi, ouais. est-ce qu'on a besoin de ça pour aller plus loin, quoi? Alors, qu'est-ce qu'on entend, ouais, par une voie spirituelle? Est-ce que ça veut dire une pratique? Est-ce que ça veut dire un état de conscience? Dans le bouddhisme, une voie, c'est nécessairement un état de conscience, c'est une cognition. Oui, 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 dans ce sens-là, oui. Ouais, c'est par exemple, moi j'aime bien le mot voie parce que ça fait un peu comme une voie d'eau. Si on est dans une barque, il y a une voie d'eau, il n'y a plus d'obstacle entre l'eau et nous.
Ouais, D'accord. il y a un trou dans la barque, et donc il y a une voie d'eau, et donc il n'y a plus Tu coules d'obstacle. là, alors que dans l'autre sens, tu... Exactement, ouais, tout à fait. Vas-y. Ouais, ouais, c'est pourquoi chaque exemple a ses limites. Mais Ouais. c'est vrai que, ou alors, oui, en effet, genre, t'as très soif. Enfin bref. Ok. Et donc, et donc en effet, on pourrait dire une voie, c'est une cognition pour laquelle il n'y a plus d'obstacle entre cet esprit, cette cognition, et ce qui doit être réalisé. Hmm. C'est-à-dire qu'une voie spirituelle, c'est quoi? C'est une transformation de l'esprit. C'est-à-dire l'esprit doit se transformer pour obtenir un résultat spirituel. C'est ça, c'est-à-dire c'est Oui. un voyage spirituel. Et c'est vrai que souvent, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire une voie spirituelle, un chemin spirituel. Normalement, c'est une conscience, c'est une cognition. Ouais, la définition d'une voie chez les bouddhistes, c'est une claire réalisation associée à la pensée du renoncement. Ouais, une claire réalisation, ça veut dire une transformation spirituelle. Une claire réalisation, Hmm. ça veut dire quelque chose a été compris, réalisé, digéré d'une certaine manière dans notre continuum. Et cette digestion, cette compréhension, cette claire réalisation est influencée par le renoncement. Hmm. Ouais, elle est associée par... Ça c'est la définition d'une voie. Et donc, dans le Hmm. bouddhisme, il y en a cinq à chaque fois. Cinq voies, non? Oui. D'accumulation, de préparation, de vision, de méditation et d'un non-apprenti. Ouais. Ça veut dire que Hmm. quand on est un pratiquant de niveau inférieur, même si on a une motivation supérieure, on n'est pas encore sur on n'est pas du tout sur les voies. La plupart d'entre nous parlent de voies, mais enfin, on n'y est pas puisqu'il faut le renoncement. Voilà, exactement. Si, tu veux dire si on est à l'attitude basique Bah initiale, oui, simplement, oui, ouais, exactement. Niveau c'est inférieur, pas un renoncement pleinement qualifié. non. On veut Hmm. Parce renaître que, parce qu'on ne veut pas souffrir, parce qu'on veut ouais, le pas être dans renoncement le par monde intérieur. rapport, pardon, oui, Moi, je dis, on pratique parce qu'on ne veut pas souffrir dans cette vie, parce qu'on ne veut pas renaître dans les mondes inférieurs, on essaye d'avoir de l'éthique, mais on n'a pas le renoncement, donc on ne peut pas oui, s'engager vraiment dans les voies. Donc c'est ça que je veux dire. tout à fait. Hmm. C'est intéressant parce que on comprend souvent l'inverse. Moi, je me souviens à l'époque, avec le nombre de vues fausses que j'avais, encore plus que maintenant, bien plus que maintenant encore, avant le P-Bahn à Lambda, même si on étudie, on lit des bouquins, tout ça, mais on peut avoir encore Hmm. plein de vues fausses tant qu'on n'a pas quelque chose de structuré, des enseignements qualifiés. Moi, j'étais persuadé que j'étais dans dans la voie mahayaniste. Mais en fait, Ah oui. Hmm. les gens disaient ah ouais, mais moi je suis pas un bodhisattva, je suis pas dans une voie, dans aucune voie. Je me disais waouh, c'est horrible. En fait, on pratique le Mahayana. Ça ne veut pas dire qu'on soit dans les voies mahayanistes. Être dans les voies mahayanistes, ça veut dire être un bodhisattva au minimum, nécessairement. Oui, Hmm. Et donc, Oui, oui, mais ouais, c'est pour ça le voie, je voulais pas l'utiliser, mais pour moi, c'était plus la condition pour aller plus loin. C'était dans le temporel. C'est pour ça que ouais. Ça veut dire, on pourrait c'était plus dire comme la moi de. pratique. La pratique, ouais, pratique spirituelle. Ouais, la Oui. pratique spirituelle, ça va, ça existe, j'espère. Hmm. Ça existe. Même si on n'est pas dans les voies, on pratique quelque chose Hmm. qui va être similaire à ce qui va se passer dans les voies, mais c'est pas encore le cas exactement. Bah oui, non, bah Ouais, oui, tout bah à c'est fait. sûr. Ouais. Donc ça, c'est bah, la pratique, elle implique aussi, c'est quelque chose qui est censé être vertueux de toute façon. Ouais, très bien, excellent. Ok, donc il y aurait plein de choses à dire, plein de choses à dire par rapport à tout ça. Pour la vue du destructif, c'est pareil, pour l'ignorance fondamentale. Il y a plein de points très différents d'une école à l'autre. Euh, il y a plein de comparaisons possibles entre l'ignorance qui est le premier lien et l'ignorance, etc., etc. Il y a tellement de choses qui peuvent être dites, mais j'imagine que ça pourrait plus vous embrouiller qu'autre chose. Donc, à moins que vous ayez envie d'approfondir ces points-là, on pourrait se faire une autre session, mais c'est quand vous voulez. Hmm. Bah oui, ce sera intéressant. Ouais. Après, je veux pas trop insister sur les détails parce qu'après, ça peut être trop confus. Mais si vous voulez, on peut faire une dernière session la fois prochaine pour reparler un petit peu, en tout cas, des facteurs mentaux les plus importants. Bah, justement, ces afflictions, comment est-ce qu'elles sont générées, comment est-ce qu'on essaie de s'en départir et quelles sont les différences entre la vue du destructible et l'ignorance fondamentale, entre l'ignorance qui est le premier lien et l'ignorance, etc. Parce que, comme dit sa sainteté, en général, on est très ignorant au regard de l'ignorance. On peut difficilement dire parfois ce que c'est. Ouais.
Il y a des débats comme ça, par exemple, quand Nagarjuna, dans le Shunyata Saptatikarika, les 70 strophes sur la vacuité, dit eh ben, quand on saisit l'existence inhérente, c'est ce qui est la cause des 12 liens. Ça voulait dire que l'existence inhérente, la saisie d'existence inhérente elle-même n'est pas le premier lien, puisqu'elle est la cause des 12. Ouais, donc c'est pourquoi ça mérite d'être interprété, d'être compris exactement. Ça veut dire qu'il parle de la saisie du soi, des phénomènes. Mm. Et que parmi les 12 liens, le premier lien, c'est la vue du destructible, qui est le premier lien. Ouais, donc dans ce cas-là, ça joue. Ok, donc il y a des points comme ça, un peu plus subtils, qui méritent d'être évoqués. Ouais, très bien. Donc si vous voulez, on se fait une dernière session la fois prochaine. Ouais, là-dessus, c'est bien. Et j'ai Ok, une question. Le oui, quiz, on peut te le rendre n'importe quand? quand vous voulez. Ah Ouais, oui, d'accord. Ok, quand bon. vous voulez. Je C'est le libre. sais, je Ok. sais pas quand. Ok. Alors après, il est possible que là, au cours du mois de, on est quoi, fin mai? Au cours du mois de juin, on repasse en revue quelques-unes des réponses. Donc, même si tu n'as pas eu le temps de le faire entre-temps, c'est pas très grave, mais je sais pas si, je pense qu'on va continuer de toute façon ce soir les isolats pour avancer un peu. Et après, il nous restera, j'imagine, peut-être pas 4 sessions, peut-être 2, 3 sessions pour jusqu'à la pause, parce qu'après il y a la pause estivale, je sais pas trop jusqu'à quand, on verra. Et donc là, est-ce qu'on va entrer dans l'ORIC? Oui, peut-être. Je pense que oui, on va entrer dans l'ORIC avant la pause. Donc les débats sur l'ORIC le vendredi soir. Voilà, on aura terminé connaître l'esprit le vendredi matin. Donc grâce mat! Et, et donc j'aurai le temps de faire la correction du PDF, de l'envoyer à Vénérable Dechen, etc., etc. Très bien, en tout Mm. cas, merci à vous. Et donc soit ce soir, soit à la semaine prochaine matin. Merci beaucoup, prenez bien soin de vous. Excellente journée. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bonne journée. Au revoir. Merci.